Imaginez un instant, des hivers arctiques d'une rigueur mais absolue, où les températures plongent bien en dessous de zéro. Comment est-ce qu'une civilisation a pu non seulement survivre, mais carrément prospérer dans des maisons faites de terre et de bois? Ben, c'est ça, l'histoire du Longus Viking, une véritable forteresse thermique. C'est la question qui est fascinante, non? Comment les Vikings ont-ils réussi ce tour de force? Prospérer au cœur d'hivers si brutaux, avec des matériaux qui nous semblent si simples comme la terre et le bois. On va regarder ça ensemble. La réponse, évidemment, c'est pas de la magie, mais plutôt une ingénierie absolument brillante. Il faut vraiment voir le Longus non pas comme un simple abri, mais comme un système thermique complètement unifié et incroyablement sophistiqué. Alors, on commence par la conception générale. C'est une forteresse contre l'hiver. Le Longus était pensé comme une sorte d'arche autonome, capable de résister à des mois et des mois d'isolement pendant l'hiver. Regardez bien ça. La forme même de la maison, c'est une stratégie de défense. Les murs étaient courbés, un peu comme leur fameux drakkar, leur bateau. Ça permettait au vent de glisser autour de la structure au lieu de la frapper de plein fouet. Et à l'intérieur, pas de pièces séparées, non, c'était un grand espace ouvert où toute la communauté vivait ensemble, ce qui transformait la chaleur corporelle de tout le monde en une véritable source de chauffage. OK, maintenant on sort dehors pour examiner la structure elle-même. C'est ce que j'appelle le vaisseau de terre, et c'est ici qu'on découvre un des aspects les plus ingénieux de toute cette conception. Le matériau clé, c'était la tourbe. Pensez à des couches de terre et de racines d'herbe vraiment compactées, puis coupées en blocs géants. Dans des endroits comme l'Islande où le bois était super rare, la tourbe, c'était pas un choix, c'était une nécessité. Mais quelle brillante nécessité! La construction des murs, c'était tout un processus, en plusieurs étapes, un peu comme un sandwich en fait. D'abord, une fondation en pierre plate pour isoler la charpente de bois de l'humidité du sol. Ensuite, une charpente bien robuste en chêne ou en pin pour soutenir le toit massif. Et finalement, on empilait des blocs de tourbe, parfois jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, pour former des murs super isolants. Et c'est là qu'on voit tout le génie de la chose. La structure de la tourbe, elle est poreuse, donc elle emprisonnait des milliers de petites poches d'air. Et c'est cet air immobile qui agissait comme un isolant incroyablement efficace, un peu sur le même principe que nos plastiques mousse modernes. La maison devenait, littéralement, une partie de la Terre. Bon, c'est bien beau d'avoir une super isolation passive, c'est une chose. Mais il fallait aussi générer de la chaleur. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle le système de chauffage vivant. Il y avait 2 sources de chaleur principales. La première, assez évidente, le foyer central, le cœur de la maison. Mais la deuxième, c'est là que ça devient vraiment fascinant, c'était le bétail. Et voilà le punch. Les Vikings partageaient leur maison avec leurs animaux. Ça peut nous sembler primitif aujourd'hui, mais en réalité, c'était une solution d'ingénierie totalement délibérée et absolument géniale pour survivre. Le mot-clé ici, c'est la symbiose. Pour les humains, avoir une douzaine de vaches, c'était comme un système de chauffage gratuit qui fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'air chaud de leur section, qu'on appelait le fosse, montait naturellement par convection vers la zone de vie qui était juste un peu surélevée. Et pour les animaux, mais partager l'espace les empêchait de mourir de froid. Un système gagnant-gagnant, tout simplement. Mais bon, générer de la chaleur, c'est juste la moitié du travail. L'autre moitié, c'est de la conserver. Il fallait trouver un moyen de capturer chaque petite parcelle de chaleur. Pour minimiser les pertes, l'architecture était, disons, assez radicale. Il n'y avait pas de fenêtres en verre, les seules ouvertures, c'étaient de petites fentes qu'on bouchait avec de la mousse ou de la paille en hiver. Les portes étaient basses et étroites, il y avait même un système de vestibule à double porte, un vrai sas, pour empêcher l'air froid de rentrer. Et les entrées n'étaient jamais placées l'une en face de l'autre pour éviter les courants d'air. C'était un sacrifice conscient de la lumière pour la chaleur. Au cœur de la maison, il y avait le Lodgeld. Pas un petit foyer, là, non, une longue fosse à feu bordée de pierres qui s'étendait sur presque toute la longueur de la zone de vie. Cette conception distribuait la chaleur de manière uniforme et les pierres, elles, accumulaient la chaleur, agissant comme une sorte de batterie thermique qui la diffusait lentement, même quand le feu baissait. Mais là, attendez une minute. Un feu ouvert aussi grand sans cheminée, comment est-ce qu'on faisait pour gérer la fumée? La réponse est complètement contre-intuitive, mais elle est brillante. Au lieu d'essayer d'évacuer la fumée tout de suite, on l'a laissée s'accumuler sous le toit. Cette couche dense de fumée et de suie chaude avait un effet secondaire incroyable. Elle agissait comme un agent de préservation naturelle, protégeant les poutres en bois de la pourriture et des insectes. On a transformé un problème en solution. Et il nous reste un dernier élément qui est peut-être le plus surprenant de tout le système thermique du Longus, leur alliance avec la neige. Voyez-vous, pour les Vikings, une grosse tempête de neige, ce n'était pas un ennemi à combattre. Non, c'était un isolant gratuit et parfait.
La conception même de la maison, avec ses toits en pente douce, était faite pour attraper et retenir la neige. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez fou. L'air qui est emprisonné dans la neige, c'est un des meilleurs isolants naturels qui existent. Imaginez, quand il faisait moins 30 degrés Celsius dehors, la température à la surface même du mur, mais sous la couche de neige, restait autour de 0. La neige formait un véritable cocon thermique autour de la maison. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'on retient de cette merveille d'ingénierie ancienne? Quelles sont les grandes leçons du Langus? Les principes de cette forteresse thermique sont assez clairs. Premièrement, utiliser des matériaux locaux et naturels, comme la tourbe. Deuxièmement, créer un système intégré où chaque élément, les murs, le toit, le bétail, la neige, travaille en collaboration. Troisièmement, travailler avec la nature, pas contre elle. Et enfin, une conception symbiotique, où les besoins des humains et des animaux sont comblés dans un seul et même système efficace. Et toute cette histoire nous amène à une dernière question, juste pour la route. Que peut nous apprendre cette ingénierie ancienne, si intégrée et si en harmonie avec son environnement, sur nos propres défis de conception durable aujourd'hui? C'est une pensée assez fascinante à garder en tête.